Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Très bon début de week-end, mesdames, messieurs, merci de choisir ma bannière télévision pour vous informer. Une brève pour plonger dans ces corps du journal. Le gouverneur de province, Dr Guy Bandundu-Nguidi, et tous les autres membres de son gouvernement ont été officiellement présentés ce vendredi 2 décembre 2022 aux officiers et aux agents de la police nationale congolaise par le commissaire général, le commissaire provincial de la police, le général Placide Niembo. La cérémonie s'est déroulée au siège du commissariat provincial de la police nationale congolaise à Palace dans la commune de Matadi. Nous sommes donc dans la ville portière, chef-lieu de la province du Congo central. Le chef de l'exécutif provincial, le docteur Guy Bandundu-Nguidi, a profité de cette occasion pour remettre des engins roulants, motos, pick-up, mais aussi des voitures et une ambulance médicalisée à la police pour leur renforcer les capacités d'opération sur terrain afin de mieux sécuriser la population et ses biens. Détails à suivre dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose. La protestation contre l'agression rwandaise est parmi les rares points qui font l'unanimité sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, donc au sein de la population, toutes les couches confondues, politiques mais aussi religieuses. Ce vendredi 2 décembre 2022, le religieux de la province du Congo central, le fidèle Kimbangis, le fidèle de l'armée du Sali, mais aussi de l'église des Réveils et tant d'autres étaient dans la rue pour dire non contre l'agression rwandaise, mais aussi dénoncer ou interdire le gouvernement à négocier avec les rebelles. Ils ont donc déposé leur mémorandum au gouvernorat des provinces. Les détails dans ce reportage. Au rythme de la fanfare kumbangiste, plusieurs fidèles des confessions religieuses implantées dans la ville de Matadi, dont l'église kumbangiste, l'église du Christ au Congo, l'armée d'Issali, les églises des Réveils et bien d'autres, étaient dans la rue ce vendredi 2 décembre 2022 pour dénoncer l'agression rwandaise en RDC et s'opposer à toute forme de dialogue avec les rebelles du M23 et d'autres forces négatives. Cette marche pacifique a débuté à la place Musée Laurent Désiré Kabila en passant par le rond-point 2415 pour chuter au gouvernorat des provinces sur l'avenue Palabala en ville basse où les chefs religieux ont déposé leur mémorandum au gouverneur des provinces Dr Guy Bandundu-Nguidi. Non à la notification préalable d'Achada. Non à l'hypocrisie, à la complicité, à la complaisance et au complot de la communauté internationale contre la République démocratique du Congo. Non au dialogue, au brassage, au mixage et à l'intégration des groupes terroristes du M23. Par ailleurs, nous exigeons à l'ONU ainsi qu'à la communauté internationale, pas un seul mort de plus sur les 10 millions déjà enregistrés en RDC. 2. La déclaration du génocide en RDC en tenant compte de plus de 10 millions de Congolais tués. Et 3. La mise en place d'un tribunal international impartial pour la RDC afin de juger les auteurs intellectuels et matériels de toutes ces atrocités. Ce disant, nous apportons notre soutien au FARDC et au chef de l'État, commandant suprême des FARDC. Nous citons son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. FARDC, allez de l'avant, le peuple né Congo est derrière vous. Après la réception de leur mémorandum, les kumbangistes ont passé quelques minutes de défilé devant l'hôtel du gouvernorat.
Voilà, mesdames, messieurs, parlons autre chose dans ces corps du journal. Après plusieurs reports, finalement, la visite du pape, la visite pastorale du pape François en RDC est confirmée pour ce 31 janvier 2023. Les deux partis, Église catholique et gouvernement, ont officialisé cette annonce au cours de cette semaine qui va s'achever. Les détails, c'est dans cet élément signé Glodino Lukanou. Après les reports surprises de sa visite en République démocratique du Congo au mois de juin dernier, le pape François arrive finalement à Kinshasa, la capitale congolaise, en janvier 2023, soit du 31 au 5 février, avant de se rendre au Soudan du Sud. Cette confirmation a été faite par une délégation de la CENCO conduite par Monseigneur Etor, juste après leurs échanges avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde le jeudi 1er décembre 2022 à la Cité de l'Union africaine. Le pape François accomplira le voyage déjà annoncé en République démocratique du Congo de 31 janvier jusqu'à 3 février 2023. C'est pour cela que j'ai la joie d'annoncer que ce qui avait été reporté, la promise a été accompli. Le pape sera au Congo. Aussitôt arrivé à Kinshasa, le souverain pontife rendra une visite de courtoisie au premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de rencontrer les autres autorités du pays, les évêques de la CENCO, le membre de la société civile et d'autres couches de la population. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a circonscrit le cadre de cette visite et demande à la population de relancer les préparatifs de cet accueil. Nous sommes très heureux ce jour d'apprendre que finalement ça pourra s'effectuer dans cette période-là. Nous avions déjà demandé à toute la population congolaise de préparer cet accueil de cette haute personnalité. Et donc là, c'est juste une relance. Je vais rappeler que c'est sur justement l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'épiscopat catholique congolais. Cette invitation avait été lancée. Nous avions déjà été très ravis lorsque nous avions reçu une réponse positive de la visite de sa sainteté ici, qui devait s'effectuer au mois de juillet et qui malheureusement pour des raisons de santé n'avait pas pu se faire. Signalons par ailleurs que l'étape de Goma a été annulée dans ce périple du pape, mais il leur adressera un message profond à partir de Kinshasa. Voilà, mesdames, messieurs, changeons une fois de plus de chapitre. Face aux multiples sorties médiatiques du président rwandais Paul Kagame sur l'insécurité dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo, principalement dans la province du Nord Kivu, mais aussi face à l'organisation des élections en RDC, finalement, Kinshasa a réagi fermement à travers son porte-parole, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya Katambwe. C'était au cours d'un briefing presse spécial organisé à Kinshasa. Suivez cet extrait choisi par votre rédaction. Je me demande bien si ceux qui préparent le note du président Kagame avaient bien fait leur travail, parce qu'il est très en retard. Je crois que ce discours, il aurait dû le prononcer il y a une semaine, où il a été un peu distrait, il n'a pas suivi l'actualité congolaise. Je pense d'abord que le président Kagame n'a pas de qualité pour faire un quelconque commentaire sur ce qui concerne les élections. Premièrement, avant de parler élection, on doit parler de liberté d'expression. Est-ce que liberté d'expression existe au Rwanda? On parle de liberté de manifestation. Est-ce que liberté des manifestations existe au Rwanda? Comment il est arrivé au pouvoir? Quelle a été la méthode qui a été utilisée? Je ne vous rappelle rien. Souvenez du référendum qui s'est tenu, je crois, en 2015, où à 99,1% ou 98,1%, on a dit oui à une forme de présidence à vie, parce qu'il s'est assuré de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Mais il vaut mieux d'abord qu'il regarde chez lui si les Rwandais sont libres de s'exprimer, si les Rwandais sont libres de manifester, si lui, il est en mesure de supporter une quelconque opposition à sa pensée unique. Donc je ne voudrais pas en dire davantage, mais je pense que pour tout ce qui concerne la démocratie mondialement, il est le dernier sur la ligne. Nous savons finalement que les déclarations qu'il fait, c'est consécutif, je pense, à sa déception de toujours penser pouvoir disposer ou jouer un rôle en République démocratique du Congo, parce qu'il s'est fait non seulement porte-parole du M23, mais il se présente, lui et son gouvernement, comme protecteur de communautés congolaises. Au nom de quel mandat? Il est possible pour lui de faire la politique dans son pays et nous laisser faire la politique qui est la nôtre.
Quoi qu'il en soit, c'est pas lui qui doit venir nous dire ce que nous devons faire, parce que son ambition aujourd'hui, c'est de déstabiliser politiquement le président Tshisekedi. C'est l'œuvre dans laquelle il est engagé. Je pense que certains de ses alliés les lui ont dit que ce n'est pas parce que vous agitez un mouvement terroriste que vous avez fait renaître, parce que c'est la violence qui vous a toujours guidé. Et vous pensez que cela est suffisant pour perturber non seulement la RDC de manière entière, pour briser justement l'élan dans lequel nous sommes. En tout cas, si vous regardez du point de vue économique, tout le monde note qu'au Congo, nous faisons de progrès. Ce n'est pas seulement de faire cette déstabilisation politique à travers cette situation de sécurité, mais c'est aussi interférer dans les prochaines élections. C'est évident et nous savons tous qu'il a de relais ici. Nous savons tous qu'il s'est particulièrement rapproché de certains hommes politiques ici pour s'assurer qu'en 2023, il ait des personnes qui soient à sa disposition pour continuer sa politique de bradage et de pillage. Parlons une fois de plus sécurité dans ces corps du journal. Le cessez-le-feu signé dernièrement entre Kinshasa et Kigali au mini-sommet de Luanda en Angola a finalement été saboté par les rebelles du M23, soutenus en nombre et en logistique par les forces de défense du Rwanda. L'armée de Paul Kagame, l'armée congolaise, a confirmé ce jeudi 1er décembre 2022 que pendant qu'elle observait ces cessez-le-feu comme convenu dans la feuille de route, les rebelles du M23 ont attaqué les positions des FARDC et ce qui a conduit donc à la reprise des violents affrontements à l'arme lourde entre les rebelles et l'armée loyaliste. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, pendant qu'elle observe scrupuleusement le cessez-le-feu conformément à la décision des chefs d'État prise au mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, l'armée rwandaise et ses supplétifs des terroristes du M23 ont attaqué ce jeudi 1er décembre 2022 les positions des FARDC tenues par le 34 10e régiment d'infanterie à Kalima, à hauteur du pont sur la rivière Rwindi, dans le groupement Bambo, chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru. Cette offensive, déclenchée par les forces de défense du Rwanda, démontre à suffisance les intentions belliqueuses du pouvoir de Kigali, déterminé à saboter les décisions des chefs d'État de la sous-région, ainsi que les initiatives de l'Union africaine, des États de l'Afrique de l'Est et de la communauté internationale pour le retour de la paix et de la sécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, malgré la feuille de route contraignante du mini-sommet de Luanda, aucun désengagement des forces rwandaises et des terroristes du M23 n'est observé sur le terrain. Au contraire, il est constaté un renforcement en effectifs et en matériel en provenance du Rwanda. En outre, face au refus des populations de se soumettre à leur dictat, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 procèdent au massacre des civils innocents et sans défense dans le territoire de Rutshuru. Le dernier cas en date. Voilà, vous venez là de suivre le porte-parole des FARDC, le général Ekenge Boumoussa, dans un propos recueilli par nos confrères de service de l'information et de la communication des forces armées SIFA. Dans l'actualité continentale, le président sud-africain Cyril Ramaphosa se trouve presque devant une procédure de destitution devant le Parlement. Selon un rapport parlementaire qui a été déposé récemment, il s'avère que le chef de l'État sud-africain a été trouvé ou retrouvé avec ses mains trempées dans des affaires de corruption, alors qu'à l'entrée au pouvoir, il s'est porté comme un vrai commandant de lutte contre la corruption. Le détail, c'est dans ces récits de nos confrères de TV5 Monde.
Cyril Ramaphosa fait-il encore le poids face au lourd rapport de la commission parlementaire chargée de déterminer s'il doit faire l'objet d'une destitution? D'après les conclusions de la commission, le président sud-africain a pu commettre des violations et des fautes. Traîner le président devant une procédure de mise en accusation est une décision énorme qui ne peut être prise sur des bases fragiles. Il doit y avoir quelque chose de tangible auquel vous pouvez vous accrocher avant de prendre cette décision. L'affaire remonte à 2020. Des cambrioleurs s'étaient introduits dans cette luxueuse propriété appartenant à Cyril Ramaphosa. Et des liasses de billets, 580 000 $, avaient alors été retrouvées sous les coussins d'un canapé. Accusé de ne pas avoir signalé l'incident, ni à la police, ni au fisc, le chef de l'État est soupçonné de malversation. Son avenir est désormais entre les mains des parlementaires, réunis en séance extraordinaire mardi prochain pour examiner les recommandations du rapport. Ils devront décider si oui ou non ils engagent un vote en vue d'une destitution du chef de l'État. Dans ce contexte, les appels à la démission venant de l'opposition mais aussi de membres de l'ANC, son parti, se sont multipliés. Je pense que le rapport est assez concluant. Il dit que le président doit répondre de ses actes. À cet égard, nous soutiendrons la prochaine étape vers une commission de destitution, car nous pensons qu'il est important de demander des comptes au président. Jusqu'à la publication du rapport, Cyril Ramaphosa était parvenu à sauver les apparences. Il y a quelques jours encore, en visite d'État à Londres, il s'était montré détendu, minimisant le risque de destitution. This matter may lead to your premature removal from office. No, because of the citizens. No, I think I've put... Non, je pense que j'ai fait valoir mon point de vue. Et bien sûr, laissons au groupe d'experts le soin d'en arriver à un résultat. Il est trop tôt pour se prononcer. La publication du rapport et les fuites dans la presse sur sa version des faits ont affaibli Cyril Ramaphosa, mais aussi le Congrès national africain, l'ANC, le parti au pouvoir, qui doit se réunir à la mi-décembre pour désigner son prochain dirigeant. Voilà, mesdames, messieurs, juste après moi, suivez cette belle rencontre sportive Cameroun-Brésil pour les comptes de la dernière journée de la phase des poules de la Coupe du Monde Qatar 2022. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Restez branchés sur ma bannière télévision et bonne fête du foot.